Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez. Moi c'est Océane. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de l'émission Curl Talk. Curl Talk a pour but de mettre en lumière des personnalités publiques afrodescendantes afin de vous faire découvrir leur parcours de vie et de pouvoir faire émerger des sujets qui ne sont pas assez abordés dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Madame la députée Danielle Obono. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Madame Obono est une femme politique française engagée de la France insoumise, mais aussi afroféministe, antiraciste, anti-islamophobe, bref, la liste est longue. Avant de commencer l'émission, je tiens tout d'abord à remercier le salon Studio Boucle qui nous permet de pouvoir tourner aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder leurs réseaux sociaux, ils s'afficheront juste en bas et en barre de description. N'hésitez pas aussi à donner de la force à l'émission en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. On démarre tout de suite. Danielle, dans Girl Talk, on commence tout d'abord par une petite présentation. Donc n'hésitez pas à vous présenter de la façon dont vous souhaitez. Alors, je m'appelle Danielle Obono, comme vous l'avez dit. Je suis députée de Paris, du 18e et 19e arrondissement. La circonscription est à cheval entre les deux, donc dans le nord-est parisien, depuis 2017. Donc je suis membre du groupe de la France Insoumise. Et donc avant d'être députée, j'étais bibliothécaire à la ville de Paris. Donc ça, c'est mon métier. Pendant mon mandat, en fait, j'ai une disponibilité. Et ensuite, quand j'aurai terminé mon mandat, je pourrai redevenir bibliothécaire. C'était un très beau métier. Que dire d'autre ? Je suis née au Gabon. Je suis arrivée en France en 2010-2011 à Montpellier. Donc je suis à la fois une Gabonaise de Montpellier ou une Montpelliéraine à Paris. Voilà, ça dépend un peu comment on prend les choses. Et j'ai grandi à Montpellier et j'ai commencé à militer au lycée. Depuis, en fait, j'ai pas arrêté jusqu'à devenir députée. L'émission se concentre sur le cheveu afro, mais pas que. Et c'est pour ça que du coup, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quel était votre rapport à vos cheveux, tout d'abord durant votre enfance, par rapport aussi à votre entourage. Comment est-ce qu'ils étaient perçus et surtout, est-ce que c'était une facilité pour votre entourage de s'en occuper ? Alors moi, je suis née au Gabon, comme je l'ai dit, et j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mon début d'adolescence au Gabon. Donc c'est un environnement différent parce que donc c'est un pays africain. Donc la culture, le rapport aux cheveux est inscrit dans l'histoire par rapport au fait que la population est quasiment exclusivement noire, avec y compris des mélanges et du coup différentes textures de cheveux, différents types de populations. Je suis grandie dans une famille où il y avait que des femmes, ma mère et mes sœurs, donc ça rajoute en plus le rapport en tant que femme aux cheveux. S'occuper des cheveux était à la fois, ou s'occuper de ses cheveux, ça prenait aussi du temps, de l'argent, et en même temps c'était assez routinier d'une certaine manière, parce qu'en fait c'est inscrit dans un certain nombre de rituels de la vie quotidienne, on va dire. Et comme en fait j'étais petite, en fait c'était ma mère, mes sœurs, mes cousines, ou la coiffeuse chez qui on allait qui s'occupait de mes cheveux. Pendant longtemps ça a été notamment l'utilisation des défrisants, parce que c'était ça qui était perçu comme la meilleure manière de traiter les cheveux, sans savoir en fait que c'était maltraitant, mais c'était ce qui était mis en avant, notamment par l'industrie cosmétique et par les critères aussi de beauté occidentalo-centrée du cheveu lisse. Mais au début de l'adolescence, une fois qu'on a arrêté de faire les tresses et de faire des tresses au fil, c'est vrai que on passe au défrisage, où il y a un rapport à la douleur quand même, parce que les tresses, ça tire sur le cuir chevelu, les tresses au fil, faut démêler les cheveux, enfin voilà, il y a un rapport à la fois à la douleur et en même temps il y a une esthétique très riche, très diverse, enfin voilà, très, très belle en fait, des cheveux tressés. Donc voilà, il y a ce rapport-là un peu ambivalent. Le basculement s'est fait aussi quand je suis arrivée en France, et où du coup, il y a aussi, je l'ai vu sur mes sœurs qui étaient au lycée à Libreville au Gabon. Et puis en fait il y a la question de, quand on arrive à l'adolescence, au lycée, etc., il y a la question de s'en occuper soi. Et donc du coup c'est vrai que le défrisage, les rituels du défrisage deviennent, on se les approprie, parce que c'est la modalité du quotidien, enfin de tenue des cheveux qu'on intègre
une fois qu'on devient autonome en la matière. D'accord. Mais du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, notamment sur l'aspect eurocentré. Et je trouve ça vraiment même dingue que cette vision-là soit tellement forte qu'elle arrive même jusqu'en Afrique et qu'elle puisse justement influencer les populations africaines à vouloir avoir cet aspect lisse. Et je voulais savoir justement quel a été votre déclic pour retourner à vos cheveux naturels. Alors en fait, le fait qu'on ait cette vision recentrée, elle est due au fait que le Gabon a été une ancienne colonie française, et la majeure partie du continent, quasiment tous les territoires et États qui en ont résulté ont été sous domination coloniale, et donc se sont vus imposer les normes esthétiques, culturelles, et puis en plus avec le développement capitaliste et la production industrielle, ça a pris cette dimension-là. Donc, et comme ce sont des sociétés qui sont encore marquées par ça, au niveau économique, politique et donc aussi culturel, donc la norme européenne, elle s'impose en Europe, et d'autant plus dans les pays anciennement dominés et qui sont toujours soumis à cette forme d'impérialisme culturel. Comme je disais, en fait, quand je suis arrivée en France, donc avec mes sœurs, j'ai arrivé au collège, et donc il y avait la nécessité d'être plus autonome. Donc l'usage des défrisages pendant une bonne partie de mon adolescence au collège et au lycée s'imposait un peu, parce qu'en plus il y a partie des frisages et puis les tresses aussi, les mèches, donc ça a été un peu l'alternance. Et puis d'une certaine manière, quand je suis devenue après le lycée, en fait, en arrivant en devenant y compris indépendante économiquement, il y a un effet matériel, le fait que ça coûte cher quand même d'aller faire des tresses, d'aller chez les coiffeurs tout le temps, et même des défrisages. En plus de la prise de conscience aussi, parce que ça commençait, c'était il y a 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, ça commençait un peu la prise de conscience, y compris sur la maltraitance, des défrisages, etc. On se rendait bien compte que le défrisage, en fait, c'est quelque chose de toxique, on va dire. C'est visible, ça fait visiblement du mal, mais bon. Mais en tout cas, la sensibilité et surtout l'alternative, c'est ça aussi. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'autre choix et qu'on a des normes qui sont imposées, mais qu'il n'y a pas d'autres manières de faire, ou en tout cas où on a perdu les autres manières de faire, et où en tout cas dans la pratique du quotidien, en fait, c'est pas très pratique. On n'a pas vraiment la possibilité de se défaire de ces habitudes maltraitantes. Je me suis laissée pousser l'afro, et ça arrivait aussi en même temps que la découverte aussi politique des mouvements afroféministes, et puis le développement à ce moment-là aussi de tous ces courants politico-culturels aussi autour afrocentrés, qui ont aussi réinscrit tout ça aussi dans quelque chose qui n'est pas juste un comportement individuel, mais un rapport de force politique plus global, quoi. Donc là, à alimenter l'autre, en fait. Et justement, n'avez-vous pas remarqué une différence de traitement concernant vos cheveux naturels entre la France et le Gabon ? Je dirais qu'au Gabon, alors j'y suis retournée il y a 2 ans. Il y a toujours ce poids-là quand même, du fait que les cheveux pas tressés, pas défrisés. Mais c'est considéré comme pas coiffé. Il y a un stigmate encore quand même assez fort. Et puis ici, le fait de la différence, c'est que il y a le côté plus exotisant, en fait, du coup dominant, blanc, donc le regard blanc, quoi, qui à la fois exotise, et en même temps, comme ça fait pas partie de l'esthétique et de ce qui est considéré et que c'est valorisé, donc il y a ce double mouvement à la fois d'exotisation, de quelque chose de waouh, que ce soit en fait, que ce soit quand on fait des tresses et qu'on change de tresse, et puis c'est toujours les conversations interminables. Waouh, tu changes de cheveux, voilà. On va juste chez les coiffeurs, c'est pas magique, quoi, ça. Bref. Et en même temps, quand même, c'est pas ce qu'on voit au quotidien, c'est pas ce qui est vu comme quelque chose comme une marque aussi d'élégance, etc. Donc, quand même, sous-évalué, en tout cas, d'évaluer ou sous-évaluer, quoi, voilà. Ouais. Donc ici c'est d'autres problématiques, d'autres stigmates qui portent sur le cheveu. D'accord. Et j'ai une dernière petite question concernant les cheveux. Je pense qu'on est tous un petit peu curieux, moi y compris et ceux qui nous regardent, de savoir quels sont les 3 objets favoris de Madame la députée concernant ses cheveux naturels.
Si vous deviez en citer 3, ce seraient lesquels? Alors, le premier, c'est un objet que j'ai plus parce que justement, je les ai coupés courts. Mais c'est ma brosse. En fait, ma brosse. Un peigne afro? Mon peigne, ouais, voilà. Mon peigne, c'est pas la brosse en plus, je dis brosse. Donc le peigne que j'ai plus, parce que du coup, comme depuis que je me les ai coupés, en fait, là, c'est vachement pratique. Ouais, c'est vraiment, ouais. Donc le peigne que j'avais. L'autre objet, je dirais, c'est. Et là, je suis en train d'essayer de. Il faut que je change en fait de produit, mais c'est une crème, enfin une crème vraiment qui à la fois est pas grasse et en même temps nourrit. Voilà, une crème nourrissante. Et j'ai toujours pas trouvé en fait. La crème idéale, mais c'est le must. Enfin, il faut. Je pourrais vous conseiller. Oui, il faudra dire ça. Et puis le troisième objet que j'ai beaucoup porté, c'était des foulards en fait, parce que quand je les avais plus longs, en fait j'ai eu une période où j'ai eu l'afro, une autre période où j'ai alterné avec tissage, perruque, et après j'ai eu pendant plusieurs années des locks. Du coup, que j'ai laissé pousser. Et donc, du coup, je me suis mis à mettre des foulards, à styliser et tout ça. Et donc, voilà, ça, je les ai eus pendant longtemps. Et donc, voilà, je trouve que c'est un accessoire aussi qui est... Bien sûr, ouais, c'est vraiment quelque chose qui rend belle, quoi. Ouais, vraiment, qui change complètement le visage et que je trouve, très utile. Voilà, okay, top. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans votre vie politique et professionnelle. Alors je vais être assez honnête. À mes yeux, pour moi, la France n'est pas forcément le pays qui représente le plus la diversité, que ce soit dans le domaine politique ou voire même dans le domaine des médias, etc. Et je me suis posé la question de comment est-ce que vous avez réussi à vous identifier à des figures politiques qui ne vous ressemblaient pas. Et surtout, quelles ont été les figures politiques qui vous ont motivé et ou inspiré? Disons qu'au-delà même des figures politiques, on est obligé, quand on grandit... Alors moi, c'est particulier en même temps. Moi, j'ai pas grandi dans un monde... dans une société majoritairement blanche. Au contraire. Et en même temps... parce que, comme je disais, il y a quand même toujours la marque et la présence et le référent, c'est le blanc. Et donc, c'est ça quand même qui est la norme d'une certaine manière. Que ce soit dans la production, par exemple la production culturelle, les films, les livres, etc. En fait, on est toujours obligé de se projeter dans des figures, les figures de la littérature, les figures du cinéma blanches en fait. Les figures de la télévision pendant des années. Moi, j'ai grandi dans les années 80, au Gabon, il y avait une chaîne de télé, voilà, et on avait les programmes qui passaient, c'était voilà, les programmes français ou américains. Alors américain, il y avait le Cosby Show et puis quelques voilà, mais autrement voilà, c'était tout. Et donc en fait, tout l'univers mental, culturel oblige en fait à être universaliste bien avant les soi-disant universalistes ici, parce que les référents sont des référents dominants qui ne nous ressemblent pas, etc. Moi, à la rigueur, quand je suis née dans un pays où j'avais d'autres référents, enfin des référents qui me centraient aussi par rapport à ma culture, à celle de mes parents, de mes grands-parents, qui étaient autres que... Même si politiquement, économiquement, la France et la norme eurocentrée étaient fortes, j'avais d'autres référents et d'autres ancrages, du coup, familiaux, historiques, etc. Mais c'est vrai que quand on arrive, c'est... Voilà, là, il y a même plus ça, quoi. Donc il faut reconstruire. Et puis en plus, dans un paysage, y compris socialement, économiquement et politiquement, où les figures racisées, même franco-françaises, sont très rares et très peu visibles, quoi. Et donc voilà, donc on est d'une certaine manière obligé de s'identifier, du coup peut-être plus facilement au contenu, au sens qu'aux personnes, quoi, parce que l'incarnation elle n'existe pas. Et puis en même temps, à un moment donné, se dire en fait on va y aller nous, faire les choses et aussi aller chercher, du coup, compris dans le cadre politique, aller chercher des références propres, parce que en fait elles existent, quoi. En fait les Noirs n'ont pas été inventés il y a 15 jours, donc il y a une histoire, il y a voilà tout ça, et donc ça pousse aussi à aller chercher sa propre histoire, rechercher sa propre histoire et de se construire du coup les référents. Vous le disiez un petit peu plus tôt tout à l'heure, avant d'être une figure politique, vous étiez bibliothécaire. Justement, je me demandais quelles sont les raisons
de votre engagement politique? Elles sont à la fois multiples et en même temps singulières à ma propre histoire, je pense. Le fait d'être une immigrée de première génération, j'allais dire, pour le coup. Le pays où je suis née m'a aussi très tôt centrée par rapport à la France, donc un rapport politique dès le départ, parce que c'est aussi quelque chose qui était très présent, l'histoire de la France, l'histoire de la colonisation. J'ai grandi dans les années 80, à l'époque de l'apartheid, où la référence à l'Afrique du Sud était très forte. Donc c'est des choses, on va dire, qui étaient presque évidentes pour moi. Et quand on est étudiant étranger, quand on arrive en France, en fait, c'est un peu le quotidien, en fait. Il est politique au sens où tous les ans, on doit aller faire renouveler ses papiers, on fait la queue, on subit l'humiliation administrative, on subit tout ça. Et donc, d'une certaine manière, ça forge aussi. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai une scolarité assez classique. Et en fait, je sais pas si c'est par hasard ou pas, mais en fait, je me suis retrouvée à aller à des manifs. Et puis, j'étais déléguée de classe. Une partie de ma scolarité, et puis c'est surtout l'année de prépa, où c'était une année où il y avait eu des accords entre la droite, des élections régionales et des accords entre la droite et le FN à l'époque, désormais devenu RN. Et en fait, ils avaient des élus dans les lycées. Je crois que c'est la première mobilisation que j'ai organisée contre la venue de l'élu d'extrême droite en tant que déléguée de classe. C'est la première fois que j'ai milité d'une certaine manière. Et à partir de là, avec des camarades de classe à l'époque, on avait rencontré des militants et voilà, un peu de fil en aiguille, de rencontres. Je me suis impliquée dans les mouvements sociaux, le mouvement altermondialiste à l'époque qui commençait, et voilà. C'est comme ça que ça m'a pris et ça m'a pas lâché. Alors moi personnellement, je suis assez éloignée du monde politique. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'en soi, j'ai quand même un engagement très fort. Mais c'est-à-dire que, ce que je veux dire là, c'est que je ne connais pas forcément la journée type d'une députée. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement lointain à mon univers. Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi professeure. Et je voulais savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, à quoi ça ressemble c'est normal de ne pas le savoir, parce qu'en fait, c'est pas ce qui passionne les foules, et puis c'est pas non plus toujours très passionnant, c'est très routinier. J'ai l'impression que depuis 6 ans maintenant, ma vie est rythmée par le calendrier. C'est ce qui n'est pas à l'agenda n'existe pas. Donc c'est vraiment un jour après l'autre, une réunion après l'autre. Alors on va dire que la semaine type, entre guillemets, c'est du 7 jours sur 7 déjà. Okay. En vrai, alors après ça dépend, il y en a pour qui c'est peut-être pas comme ça, mais en vrai, en tout cas nous, la manière dont on est député à la France Insoumise, c'est obligatoirement du 7 jours sur 7, parce que en début de semaine, en fait le lundi et le vendredi, samedi, dimanche, on le est en circonscription et on essaie de le consacrer justement aux problématiques locales, à rencontrer des assos, etc. C'est un peu ce que j'ai pu faire cette semaine, mais c'est pas toujours le cas. Et le mardi, mercredi, jeudi, on est à l'Assemblée, parce que le mardi et le mercredi, maintenant, il y a des questions au gouvernement. Donc, c'est le moment où on voit le plus de monde dans l'hémicycle, parce que le gouvernement, le Premier ministre sont présents et on leur pose des questions. Et le mercredi matin, on a nos commissions thématiques. C'est la seule obligation en fait, que les députés ont. C'est bizarre, de participer aux réunions de sa commission, et puis on doit signer. Voilà, c'est le seul moment où on contrôle, l'Assemblée contrôle vaguement ce qu'on fait, et sinon après chacun peut faire à peu près ce qu'il veut s'il le souhaite, et ne jamais rien faire d'autre que venir signer le mercredi. Ouais, c'est un peu particulier, c'est comme ça. Mais en vrai, vraiment, alors je pense qu'il y en a peut-être pour qui c'est ça, mais je vous assure que ça fait 6 ans, c'est absolument pas ça le quotidien. Des fois il y a des séances le jeudi, et le vendredi, samedi, dimanche, on est en circo le vendredi par exemple pour rencontrer des associations, rencontrer des habitants, etc. Le samedi, quand on est député de gauche, il y a des manifs auxquels on va. Le dimanche, il y a les marchés. Souvent, c'est très difficile justement parce que cette semaine type-là, elle est souvent bousculée, parce que par exemple, quand le gouvernement décide de nous mettre beaucoup de textes, on peut siéger du lundi au samedi, voire dimanche, parce que voilà, faut terminer les textes. Tout ça peut être un peu chamboulé, mais c'est ça un peu l'idée, quoi. Dans l'idéal, la répartition du travail des députés. On va rentrer un petit peu plus dans l'actualité. Vous êtes récemment impliqué dans la proposition de loi sur la discrimination capillaire qui a été adoptée le 28 mars dernier à l'Assemblée nationale. Selon vous, en quoi cette proposition de loi permettra-t-elle aux personnes qui ont des cheveux texturés, moi j'aime pas trop ce mot, mais bouclés, frisés, crépus, de ne plus subir des discriminations liées à leurs cheveux? Et d'un autre côté, que dites-vous aux personnes qui pensent que cette loi ne fait que diviser le pays?
Alors, c'est quand même une exagération de considérer qu'un tel texte divise. Il y a eu beaucoup de propos un peu condescendants, enfin carrément condescendants, y compris pendant l'examen du texte en commission, un peu moins en séance, mais en commission de la part de collègues qui expliquaient qu'il y avait... on aurait pu résoudre la faim dans le monde et on s'occupe de cheveux, alors qu'en fait, même quand on s'occupe pas de cheveux, en fait, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour résoudre la faim dans le monde, ce qui est vrai qu'on pourrait le faire, par ailleurs. Hein. Il y avait des arguments de ce type-là, voilà, en quoi c'est un problème, mais ça fait partie justement du travail et de l'intérêt de ce texte-là, d'être mis à l'ordre du jour pour poser un problème réel, en fait, de discrimination. On s'est appuyé notamment sur une jurisprudence et des cas et des situations où des personnes étaient discriminées du fait de leur coiffure et donc notamment de coiffure afro comme on dit, de personnes racisées. Il y a y compris des études qui montrent que quand on est une femme racisée, on va avoir soi-même d'abord intégré le fait que si on défrise pas les cheveux, etc., ben, on va avoir moins de chances dans des entretiens, et ce qui est par ailleurs vrai puisqu'il y a aussi la discrimination à l'emploi et que la question de l'aspect physique joue énormément. Donc en fait il y a des données aussi qui appuient le fait qu'il y a une discrimination. Quand on est parlementaire, quand on est élu, ben, en fait on doit apporter des solutions, et plus généralement c'est voilà, mettre dans le débat public et dans le débat parlementaire cette réalité-là, rappeler l'histoire aussi, parce que c'est une longue histoire qu'on peut relier à l'histoire de l'esclavage et la manière voilà, dont l'esclavage, le racisme, le colorisme jouent énormément dans ces perceptions-là, et jusqu'à aujourd'hui, et à quel point ça touche aussi principalement en fait les personnes racisées et les femmes, mais derrière, puisque c'est les mêmes mécanismes de domination, ça va toucher largement les femmes, parce qu'il y a aussi la dimension sexiste, et puis d'autres personnes par ailleurs, parce que l'idée que les cheveux sont l'expression de la virilité par exemple, il va y avoir par rapport aux personnes qui ont des calvities, qui ont des alopécies, des perceptions stigmatisantes, etc. En fait, toute la société qui est impactée en fait par l'existence même de cette oppression et de cette discrimination, et donc on fait œuvre utile, on fait aussi intérêt général quand on s'attaque à ce type de discrimination. Et il est heureux qu'il ait été adopté de manière très, très large. J'ai lu l'initiative du collègue Serva qui était rapporteur et qui a porté ce texte-là à l'Assemblée. Et on soutient également très fort ce projet de loi dans l'émission Girl Talk. Est-ce difficile de faire entendre sa voix afro-féministe dans un monde aussi masculin et blanc? Par là, j'entends, ne pensez-vous pas que la présence de 88 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ne contribue-t-elle pas à, entre guillemets, pourrir les débats? Et aussi, je pense tout de suite, votre collègue Carlos Martins Bilongo, avec la fameuse insulte qu'il s'est prise en plein hémicycle, le fameux retourne en Afrique. Alors il y a deux dimensions. La première, c'est le fait qu'il y a un plafond de verre, enfin il y a un fonctionnement des institutions qui empêche littéralement que toutes les catégories sociales de la société soient représentées dans les institutions. Ça c'est de manière générale, de manière sociologique, socio-culturelle et puis genrée, etc. C'est les dominations structurelles qui font que jusqu'à 2017, on avait moins de 30% de femmes députées. Je crois la quarantaine, là c'est redescendu. C'était tellement nouveau que pendant plusieurs mois, le personnel de l'Assemblée avait du mal à savoir si c'était une députée ou si c'était une assistante, parce qu'ils avaient tellement l'habitude que les femmes qui étaient à l'Assemblée étaient plus souvent assistantes que députées. Moi par exemple, l'expérience que j'ai, c'est d'arriver dans un hémicycle qui est quand même un peu moins masculin fortement, mais qui reste toujours très, très blanc. En 2022, y compris dans mon propre groupe, où j'étais la seule députée racisée hors Outre-mer, depuis 2022, on est plus nombreux, ce qui fait du bien, et ça change aussi, parce que ça fait moins peser, d'une certaine manière, une forme de pression à être la députée noire, en fait. La représentante. Voilà, ça traduit aussi des avancées aussi, je pense, par rapport à notre mouvement, mais ça reste quand même encore peu véritablement représentatif de la diversité. L'autre inverse d'être la seule noire, c'est que en fait on devient toute la noire, c'est-à-dire que c'est interchangeable. Voilà. Au précédent mandat, j'étais confondue entre guillemets avec Sibeth Ndiaye et Laetitia Avia, avec lesquelles enfin elles étaient dans la majorité, moi j'étais dans l'opposition. On se ressemble absolument pas physiquement, mais voilà, il y avait une noire qui faisait de la politique, c'était l'une ou l'autre, voilà. Maintenant ça s'est élargi, c'est avec Nadège Abou-Mongoli, avec
avec Rachel Keke, on est toujours un type, la noire. Oui, c'est ça, Et voilà, donc il y a ce genre de choses qui vous rappellent quand même que ça a encore du mal. Donc ça, c'est quelque chose de plus global sur la société française. C'est vrai dans d'autres milieux, dans les médias, dans le cinéma, dans les milieux professionnels en règle générale, quoi, cette division genrée et racisée de la représentation. L'autre dimension, c'est moi ce que j'appelle l'extrême droitisation du débat politique et du débat médiatique, qui a aussi permis, et il y a d'autres facteurs bien sûr, à normaliser la présence de 88 députés de l'extrême droite, d'un parti qui trouve son origine dans l'époque fasciste, quoi, dont les fondateurs étaient parmi les fondateurs d'anciens membres du régime de Vichy et des SS nazis, littéralement, dont le corps idéologique reste une idéologie profondément raciste, même s'ils essaient de se racheter aujourd'hui une nouvelle image, etc. Enfin, ça reste ça. Et ce moment-là, à l'Assemblée, du député RN qui interpelle Carlos avec cette phrase. Après, il ah mais non, je parlais pas de lui. Enfin, il y a quand même quelque chose du surmoi qui sort en fait tout d'un coup. Et je me rappelle l'indiscret médiatique qui disait que Marine Le Pen les avait repris en disant en gros, gardez ça dans l'arrière-boutique, quoi. Maintenant, vous avez des cravates et des vestes, voilà, faut faire propre, quoi. Voilà, ça fait tâche. Mais en fait, du coup, le problème, c'est pas que ça fasse tâche. Le problème, c'est que ils sont convaincus de ça et que c'est leur idéologie, quoi. Pendant plusieurs semaines, c'était un sentiment étrange d'insécurité et de se sentir tout d'un coup, rien que cette présence, elle était menaçante. C'est l'expression vraiment de cette extrême droitisation, de tout ce qu'on voit, de tout le discours ambiant. Voilà, là c'est matérialisé, quoi. Et c'est réel, quoi. Il y a quand même ce sentiment oppressif qui est d'autant plus marqué que les macronistes ont décidé en fait de le normaliser. C'est-à-dire que dès le départ, le fait de voter pour 2 vice-présidents, c'est eux qui ont décidé de voter pour 2 vice-présidents du RN. C'est aussi une manière de dire bon bah c'est bon, en fait, on peut gouverner avec vous, quoi. Et depuis, enfin voilà, il y a les projets de loi qui déposent, l'emblématique entre guillemets loi asile-immigration, qui est la première loi lepéniste en fait adoptée, puisque c'est des éléments clés du programme de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen qui se retrouvent dans cette loi. Il y a aussi ça, c'est pas juste leur présence, c'est la manière dont ils ont été intégrés très facilement, et ça renforce aussi notre détermination parce que nous aussi on est plus nombreux quand même. Ils ont leur petite entreprise familiale là et leurs créneaux qui font fructifier sur la haine et la division. C'est tellement plus facile en fait. Ça va tellement dans le sens de la facilité pour eux. Mais voilà, il y a aussi le sentiment, nous aussi on est plus nombreux, et c'est aussi l'expression justement, je pense, de la résistance de la société et du peuple à ce que représente l'extrême droite. Voilà. Et justement aussi c'est très important, hein. Je le rappelle encore à toutes celles et ceux qui nous regardent, pour le RN, le nom change, la communication est sournoise, mais les idées sont les mêmes. Donc c'est très important de ne pas se laisser happer par des discours de haine. La prochaine question fait vraiment lien avec ce que vous étiez en train de nous dire. Est-ce que vos opposants, donc vos opposants politiques, ou bien même voir des médias d'opinion, se pensent en toute impunité quand ils vous attaquent? Je fais référence notamment aux 7 mois de délai et l'obligation de passer par une procédure pour un droit de réponse face à Éric Zemmour, qui vous a accusé en 2020 de refuser de dire « Vive la France » à la télévision, d'organiser des réunions interdites entre guillemets aux Blancs, et de dire tout son amour pour Mohamed Merah qui tue entre guillemets des enfants juifs. Mais je pense aussi aux médias Valeurs Actuelles et leur caricature raciste publiée en août 2020 vous dépeignant en esclaves et pour laquelle ils ont finalement été condamnés en janvier 2024. Que pensez-vous un petit peu de tout ça? Est-ce qu'ils se croient vraiment tout permis? Ah oui, de toute façon il y a eu, quand je parlais d'extrême droitisation et la radicalisation à droite et à l'extrême droite, du paysage politique et médiatique. Et on voit quand même la possession par des milliardaires qui ont un agenda politique de chaînes de télévision, de journaux, de maisons d'édition. C'est le cas du groupe Bolloré, très clairement, et d'autres. On voit comment c'est pas pour faire de l'argent, mais c'est vraiment un instrument politique et idéologique très fort. Et on a vu le cas de la chaîne CNews, à quel point ça a été en fait le proto-parti d'Éric Zemmour. En tout cas, c'est cette chaîne qui a lancé sa carrière politique et qui lui a donné l'ambition d'être candidat à la présidentielle. C'est une chaîne d'opinion. Alors, en soi, ils ont le droit d'avoir ces opinions, enfin tant
tant que ça ne n'outrepasse pas le cadre, et ce qu'ils font régulièrement, ce qui est un problème d'ailleurs, parce que on peut avoir des opinions, mais le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et il devrait faire l'objet de manière plus systématique et bien plus ferme de ces rappels à la loi. Ça a été l'objet de la commission d'enquête que mon groupe a demandé et a pu mener sur la question de la TNT, c'est-à-dire le fait que l'État leur donne en fait une place, une autorisation d'émission gratuitement avec des chartes, avec un certain nombre d'éléments de comportement, etc. qui sont censés appliquer et qui n'appliquent pas du tout. Et donc, tant qu'à être une chaîne d'opinion, en fait, que ce soit pas une chaîne qui bénéficie des moyens publics, quoi. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va continuer à batailler. Le cadre général, c'est celui-là. C'est quand même quelque chose de structurel et une économie médiatique, un système médiatique qui fonctionne de cette manière-là et qui accentue et qui amplifie, voire qui crée un contenu politique particulièrement toxique de mon point de vue. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été élue, j'ai tout de suite fait l'objet d'une fixation de la droite et de l'extrême droite raciste et xénophobe, étant une femme noire et insoumise. Donc c'était vraiment le combo qui a fait que j'ai fait l'objet très vite d'attaques de toutes sortes, de caricatures, de diffamations, etc. Et moi j'avais pas en fait dans ma culture militante le réflexe d'utiliser la justice, parce que l'idée est que le débat politique il se mène sur le terrain politique et qu'il faut combattre les idées, y compris les idées d'extrême droite sur le terrain politique. Et en fait j'ai évolué là-dessus parce que je pense que la justice, le droit, c'est aussi une conquête des luttes. En fait, si on a fait évoluer le droit, si on a intégré, par exemple, la lutte contre les discriminations, le droit de la non-discrimination dans le droit, en fait, c'est pas arrivé tout seul, en fait. C'est pas ceux qui faisaient le droit avant, qui étaient du haut de leurs privilèges, en fait, qui ont intégré. C'est parce qu'il y a eu des luttes, des combats, etc. Donc, c'est aussi une conquête. Des luttes antiracistes, des luttes d'émancipation. Et puis, c'est un outil, quoi. Il faut pouvoir s'en saisir. Le problème, c'est que ça coûte. En fait, et c'est presque un privilège. Moi, j'ai pu mener ces actions en justice parce que j'en ai les moyens financiers, et même en ayant les moyens financiers, ça coûte quand même, ça pèse. Les chiffres, c'est à peu près plus d'un million de personnes qui indiquent avoir été victimes d'un acte raciste. Ça peut être un propos, ça peut être une violence, etc. Et il y a moins de 1% de procédures qui sont menées, et encore moins qui vont à terme. Il y a un décalage absolument monstrueux, et ça c'est parce que le droit de la non-discrimination n'est pas encore assez utilisé par les magistrats, pas assez enseigné, pas assez visible. Il y a des obstacles à n'en plus finir pour les personnes qui doivent aller faire des procédures. Donc comme sur d'autres questions, comme sur les questions par exemple de violences faites aux femmes, on sait, là aussi il y a une raison un peu structurelle à cela. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de saisir la justice, et puis aussi pour rétablir mon honneur face aux horreurs qui étaient dites. Alors on peut pas le faire sur tout, parce que sinon on passerait son temps à ça, et en fait, mais sur certains moments, et ça a été le cas effectivement pour les propos d'Éric Zemmour, et même pour moi d'une certaine manière. Alors ça a été plus vite, alors que les propos d'Éric Zemmour étaient antérieurs à l'article de Valeurs Actuelles, d'ailleurs parce qu'il a fait des procédures pour ralentir, repoussant, etc. Et puis dans le cas de Valeurs Actuelles, le ministère public s'en est aussi mêlé, donc ça a été un peu plus vite, mais quand même en fait ça date de 2021 ou 20. Et la décision finale, parce qu'il y a eu un appel et en cassation, en fait un premier appel, et ils ont allé jusqu'au bout, donc c'est pour vous dire, et ça a mis 3 ans pour la décision finale, leur condamnation finale, quoi. Mais il y avait cet enjeu aussi d'envoyer un message, d'abord à celles et ceux qui, comme Éric Zemmour ou d'autres, utilisent la liberté d'expression à ses dépens d'une certaine manière, parce que ils l'utilisent pour commettre des délits, pour diffuser la haine, pour stigmatiser. Donc c'est aussi un message en disant en fait non, en fait on peut pas dire n'importe quoi au prétexte de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est possible parce qu'aussi elle est encadrée, et qu'il y a ces limites-là qui sont l'incitation à la haine, qui sont le racisme. Et donc c'était un message pour ceux qui sont les auteurs de tels actes, et puis pour les personnes qui en sont victimes aussi, pour envoyer le message en disant en fait on a des droits, et qu'on se bat, et moi je me bats pour que tout le monde puisse avoir accès à ce droit-là, parce que malheureusement la majeure partie des gens qui sont victimes de racisme, il y en a qui perdent des boulots ou n'ont pas de boulot,
sociaux, il y en a quotidien, aussi hein. pour ça peut être aussi des menaces de mort, ça peut être avoir des conséquences encore plus profondes et plus dramatiques, quoi. Donc c'était important de faire ça aussi pour ça et de gagner Oui, là-dessus, parce que bien sûr. c'est loin d'être gagné d'avance, et plutôt les statistiques sont celles que j'évoquais là, donc voilà, c'est important d'avoir ce genre de victoire, je pense. Dans mon métier de prof, j'ai l'occasion en fait de voir quotidiennement des jeunes et des jeunes qui sont fatigués, donc pas forcément nécessairement par l'école, mais qui ont une vraie perte d'engagement politique, je trouve, au fur et à mesure des années, notamment de ce que je constate moi, les catégories sociales moyennes, voire même très précaires. Que diriez-vous à des jeunes qui sont lassés des discours de haine et qui par moments baissent les bras face à la politique? Et que diriez-vous pour renforcer leur engagement citoyen face au discours de l'extrême droite qui les vise constamment? Alors d'abord, je dirais, vous avez raison d'être dégoûté, d'être en colère, d'être aussi fatigué, c'est normal de ressentir tout ça, parce que en fait, les attaques, l'atmosphère générale, la manière dont le monde dysfonctionne est fait aussi pour susciter la résignation. La deuxième chose, c'est, vous avez raison de penser que ce n'est pas normal en fait que ça se passe comme ça. Ces injustices sont intolérables. Par contre, là où vous avez tort, c'est de penser qu'on ne peut pas les changer. Ça peut prendre des années, voire des décennies, et ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. L'histoire des luttes d'émancipation, l'histoire des luttes pour les droits sociaux, pour les droits des femmes, pour les droits civiques. Mais c'est parce que des fois, une poignée, et c'est jamais la majorité, hein, parce que si les choses changent, c'est pas parce que du jour au lendemain, tout le monde va prendre conscience. C'est souvent une minorité de gens qui arrivent à renverser la vapeur et à rallier la majorité. Et elles sont aussi dépositaires de cette histoire-là, même s'ils ne le savent pas, sont aussi les héritiers et les héritières de cette histoire-là. Et donc c'est un patrimoine précieux dans lequel ils peuvent puiser en fait pour trouver la force, pour trouver les informations, pour trouver les idées pour changer ça, parce qu'en fait ils ont ce pouvoir-là qui est ce qu'il est. Moi, je le magnifie pas parce que je sais aussi, et je suis bien placée pour le savoir, étant députée et voyant de l'intérieur un peu comment ça fonctionne, surtout comment ça dysfonctionne et à quel point c'est frustrant. Donc, j'en fais pas l'alpha et l'oméga pour moi. Il faut articuler la mobilisation sociale, la mobilisation collective, l'engagement, et ça veut dire, c'est pas obligatoirement de la politique au sens traditionnel. Pour moi, c'est l'engagement associatif, l'engagement par exemple dans des maraudes, de l'aide alimentaire. J'ai beaucoup rencontré de jeunes justement qui trouvaient cette forme-là pour agir par rapport à ce qu'ils voyaient au quotidien et qu'ils trouvaient injuste. Donc ils vont organiser des maraudes extra. Ça peut être ça peut être dans une association, ça peut être dans l'aide aux devoirs de l'association de quartier. Donc agir sur le monde et pour aider à le changer, pour moi c'est ça, cette action-là, et elle n'est pas individuelle, pour moi elle participe d'un collectif, mouvement mobilisation, et la traduction politique, parce que pour faire en sorte que la somme de ce qu'on fait se traduise, il faut transformer ça en pouvoir, et pour moi c'est l'engagement, on va dire au moins citoyen, dans les élections, le moment où il y a des élections, dans le fait d'aller voter, parce qu'au moment des votes, en fait, on a autant de pouvoir que quelqu'un qui a 75 ans ou qui a 3 milliards de revenus, une femme de ménage, un milliardaire, un jeune, une vieille, une personne racisée, bref. Et c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et plus de gens prennent conscience de ça, je pense, plus on a la capacité de faire changer les choses. Je pense que vraiment, ce qui maintient le système tel qu'il est, c'est pas sa justesse, parce qu'il y a trop de gens, je pense, qui souffrent et contre lesquels, sur le dos desquels, sur la vie desquels, sur la souffrance desquels le système fonctionne. C'est juste parce que on est convaincu qu'on n'y arrivera pas, quoi. Et donc on a le nombre, je pense, la force et l'intelligence collective pour arriver à changer les choses. Et je le vois, parce que du coup je vais rebondir sur le dernier mot que vous avez dit, chez les jeunes que je côtoie au quotidien, ils ont vraiment un problème avec le fait de se sentir légitimes. Et moi c'est ce que je leur dis vraiment tous les jours, c'est qu'ils sont légitimes de participer à n'importe quel débat, peu importe de là où ils viennent, leur voix compte. Ouais. Ils souffrent vraiment de ce manque de confiance, de ce manque de reconnaissance en fait. Parce qu'à chaque fois en fait qu'ils sont reconnus, c'est pour citer leur délit.
oui, potentiel délit, ou des voilà, comportements des clichés, des stéréotypes, Ouais. etc. Et donc ils en souffrent, et donc je trouve ça très important le discours que vous véhiculez sur le fait de se sentir légitime et de pouvoir s'exprimer comme n'importe quel autre citoyen de ce pays. Oui, et franchement, moi, le fait d'être devenue députée et justement de voir à l'intérieur, ça décomplexe beaucoup. Alors, il y a un niveau d'exigence. Hein. Je pense qu'on est un des groupes les plus actifs qui produit, malgré tout ce qu'on peut, la caricature qu'on fait de nous et qu'on fait le taf. Mais justement, on a montré par rapport à la perception qu'il y avait de ce qu'étaient les députés, des députés légitimes. Au premier mandat en 2017, on était 17, on était un petit groupe. Je pense qu'on leur a quand même mis la misère et qu'on leur a montré qu'à 17, on pouvait être aussi bien plus actifs et bien meilleurs que la majorité à 400 députés qu'ils étaient. Et il y avait notamment une de mes collègues qui s'appelle Caroline Fiat, qui était aide-soignante avant d'être députée, qui n'a pas eu le bac et que certains députés appelaient la députée bac-2. Ça a été très violent pour elle. Et aujourd'hui, non seulement elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, et c'est une des meilleures vice-présidentes qui soit, mais elle peut faire un budget de la sécurité sociale et elle ferait une ministre de la Santé bien meilleure que tous les médecins. Et pas parce que, à part qu'elle est géniale, Caro, mais voilà, parce que ce qu'elle manquait en diplôme, elle en avait à revendre en intelligence humaine, en expérience professionnelle, parce qu'en fait, quand on parlait de santé, quand on parlait de grand âge, en fait, elle avait eu les mains littéralement dans la merde, quoi, du quotidien, de qu'est-ce que c'est, etc. Donc elle savait de quoi elle parlait, elle avait cette expérience-là. Et je pourrais parler là, maintenant, en 2022, de quelqu'un comme Rachel Keke, qui, quelques mois avant, était femme de chambre. Oui. Et pareil, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui sont en capacité, en fait, de lui faire la leçon, y compris sur le travail parlementaire, quoi. Nous, on a montré ça, d'abord qu'on était capable, et des fois bien plus capable. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que franchement, en face, il y a des gens... alors après, les gens qui ont fait des études, c'est une chose, hein. Ils vont, voilà, ils ont du savoir, mais en fait, le savoir, c'est pas automatiquement l'intelligence, et c'est pas, voilà. Par contre, c'est sûr qu'ils ont la confiance, mais parce que en tant que dominant, forcément, en tant que classe supérieure, ben en fait, on leur inculque ça, la confiance. Donc voilà, c'est pas une question de capacité, quoi, vraiment. C'est une question de confiance. Voilà, de se donner la confiance, et c'est vrai que c'est ce qui manque souvent le plus, notamment aux jeunes, et encore plus quand on est de classe moyenne, de classe populaire, quand on est racisé. On arrive à la fin de l'émission. Quel est le ou la prochaine invitée que vous souhaiteriez voir dans Girl Talk? Alors, mais du coup, il faut que je réfléchisse. Vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de souci. Peu importe le domaine, il faut juste que la personne soit afrodescendante. Voilà, c'est un peu la... écoutez, je pense que vous pourriez inviter quelqu'un que j'admire énormément, qui s'appelle Maboula Soumaoro, qui est une chercheuse, historienne notamment, parce que en fait, ouais, elle a été enseignée aux États-Unis et là elle est accueillie sur le campus de Columbia à Paris pour un an, et je pense que voilà, elle aurait plein de choses à dire aussi, ce que c'est être une chercheuse afropéenne, comme on dit, et de ne trouver la consécration qu'aux États-Unis, et d'avoir besoin de la consécration aux États-Unis pour ensuite en France. Voilà, donc je pense que Maboula serait une très, très bonne invitée. Ok, si je peux faire cette ça marche, mais en tout cas on note ça de notre côté, et ce sera avec plaisir de la recevoir. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, Madame Obono, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Oui, excellent. Est-ce que vous avez des projets à nous communiquer? Ouh là là, des projets. Vous savez, comme je vous ai dit, moi, ma vie en ce moment, c'est un jour après l'autre. On a difficilement voir au-delà de du prochain texte de loi. Après, il y a des sujets que je porte. En ce moment, je mène une campagne autour de la proposition de loi qui a été adoptée, que je portais sur la réouverture des accueils physiques, et on essaie de faire que ça passe au Sénat. Donc, ça me prend beaucoup de mon temps parlementaire, on va dire. C'est un peu le projet parlementaire que je porte depuis un an. C'était une première victoire à l'Assemblée, le fait qu'elle soit adoptée, et maintenant on essaie de le passer au Sénat. Donc c'est un peu voilà, mon sujet de prédilection en ce moment. Et puis après, essayer de gagner toutes les prochaines batailles qui s'avancent devant nous, quoi. N'hésitez pas à suivre Madame Danielle Obono sur ses réseaux sociaux. Ils vont également s'afficher juste en bas, ainsi qu'en barre de description. C'est députée Obono, du coup, à peu près à l'ensemble des comptes. Ok, ça marche. Sur les réseaux.
ce sera noté. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout, vraiment ça nous fait hyper plaisir et n'hésitez surtout pas à nous soutenir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en likant, en commentant, en partageant, en vous abonnant. Ça nous permettra tout simplement de pouvoir faire vivre l'émission et juste de faire en sorte d'avoir plein d'épisodes. Je vous remercie encore de tout cœur et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao!